Bonjour. En ce début de deuxième siècle de développement de l'aviation, arrivé somme toute à des résultats tout à fait extraordinaires, les grandes premières mondiales du domaine aérien se situent curieusement du côté des plus légers clairs, dans le domaine de l'aérostation. Alors, à peu près une décennie après le premier tour du monde en ballon libre, accompli par Bertrand Piccard et Brian Jones en 1998, je vais vous parler aujourd'hui du premier vol humain en ballon dirigeable solaire. Alors, un ballon dirigeable solaire, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un ballon. Un ballon, c'est un volume contenant une enveloppe contenant un gaz plus léger clair qui permet de compenser la masse et d'annuler la masse et de soulever la machine. Alors, c'est un ballon dirigeable. Un ballon dirigeable, ça veut tout simplement dire qu'il a des moteurs. Qu'il a des moteurs, qu'il a de l'énergie à bord et qu'il peut se mouvoir par rapport à la masse d'air. Alors ici, on parle d'un ballon dirigeable solaire. Un ballon dirigeable solaire, c'est-à-dire que tout simplement, sa source d'énergie, son réservoir d'essence, ce sont les panneaux solaires qu'on voit sur la photo, qui fournissent l'électricité, qui acquièrent et qui fournissent l'électricité pour les moteurs électriques qui font tourner les hélices. Alors je vais revenir un petit peu sur le contexte historique et l'histoire des dirigeables, justement, parce que dès que l'homme a su s'élever avec les ballons en 1783, il a tout de suite cherché à se diriger et à maîtriser sa trajectoire en l'air et ne pas s'en remettre uniquement au vent. Donc pour ça, forcément, à l'époque, il n'y avait pas de moteur. Donc la première idée était de le faire avec les moyens humains, donc à propulsion humaine. Il y a eu d'autres idées un petit peu plus folkloriques qu'on a pu voir sur certaines pictographies, mais les premiers effets vraiment visibles ont été obtenus à la deuxième moitié du 19e siècle, notamment avec la machine à vapeur, la propulsion à vapeur du dirigeable de Giffard en 1852, et ensuite par le premier vol en circuit fermé accompli par le dirigeable La France à propulsion électrique, à moteur électrique, en 1872. C'est vraiment le premier vol d'un aéronef en circuit fermé. Mais le grand avènement dont on a tous entendu parler, dont on a tous en tête les images majestueuses, ce sont la grande saga des Zeppelin entre 1900 et 1937, rendu possible grâce à l'avènement du moteur thermique, particulièrement diesel pour ceci. Alors nous, ici, ce qu'on a fait, c'est un dirigeable solaire. C'est une idée qui est aussi vieille que le photovoltaïque. Tout simplement parce que le photovoltaïque, plus on a de surface, plus on a d'énergie. Quand on regarde un dirigeable, qu'est-ce qu'on voit? On voit principalement de la surface. Donc l'association a été rapidement faite, dès les années 70-80, entre ces deux technologies-là. Alors, en 2007, s'est lancé ce projet étudiant, qui était à l'origine un projet étudiant, d'amalgamer les deux, justement, de rassembler les deux technologies existantes. On n'a pas réinventé le dirigeable, on n'a pas réinventé le photovoltaïque, on a simplement mis l'un sur l'autre, rassemblé les deux et fait voler le tout. Ce qui a donné lieu à une version de départ. Une version de départ parce que un dirigeable, c'est un support qui est sans cesse mouvant, sans cesse mobile. C'est un support qui est courbe, même doublement courbe. Il n'est pas cylindrique. C'est un support qui doit être léger, ça impose une certaine légèreté au système. Et forcément, comme partout, on lui demande de maximiser la puissance, d'avoir un maximum de puissance reçue, transmise au groupe propulseur. Donc ça impose un certain défi technique. Ça impose des innovations, parce que c'est un besoin qui rejoint certains besoins déjà exprimés, mais avec des exigences en plus. Mais au-delà de la dimension technique, du défi technique représenté par ce projet, il y a d'autres facettes qui sont intéressantes et qui justifient que je vous en parle aujourd'hui. C'est un certain message, une certaine philosophie, voire une manière de penser et d'aborder le monde,
qui sont véhiculés par un tel aéronef, par un tel projet. Revenons pour comprendre, disons quelques mots sur le photovoltaïque. Vous savez tous que c'est une source d'énergie qui est relativement peu dense. Si un petit véhicule de cet ordre-là, une petite voiture personnelle un petit peu puissante, devait acquérir toute sa puissance de panneaux solaires, il lui faudrait tracter une remorque de 200 mètres de long, tout simplement. Donc c'est un petit peu encombrant. Ici, nous, avec nos 42 mètres carrés de panneaux solaires, on obtient 1 à 2 kW de puissance, c'est-à-dire 2 à 3 chevaux vapeur. Ce qui nous permet d'arriver à une vitesse continue d'une quinzaine de km/h, voire 20-30 en pointe. Donc, imaginez bien que si vous vous déplacez à 20 km/h face à un vent de 15 km/h, ce qui arrive relativement facilement, eh bien vous n'avancez plus qu'à 5 km/h. Et 5 km/h, autant y aller à pied. Donc, je préfère appréhender ce ballon plutôt comme un ballon libre, avec une petite liberté en plus, un petit appoint d'énergie en plus possible. Et là, je vais revenir aussi, faire un petit aparté sur les ballons libres pour qu'on comprenne bien la philosophie et la manière d'aborder le vol que ça implique. Un ballon libre, c'est une montgolfière, une charlière ou une rosière selon le gaz porteur. Ce sont ces aéronefs qui n'ont pour seule liberté que celle de choisir leur altitude. En choisissant leur altitude, ça leur permet de choisir à l'endroit où ils sont, au moment où ils s'y trouvent, de choisir la couche de vent qui va dans la direction la plus adaptée à l'atteinte de l'objectif. Alors quand je parle d'objectif, il y en a pour lesquels c'est un tour du monde, c'est exceptionnel, il y en a, mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement le plus petit exploit, le plus quotidien exploit de la vie d'un aéronaute qui est nécessaire à partir du moment où il a décollé, qui est de trouver et d'atteindre son point d'atterrissage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi transposable dans la vie, cette manière d'aborder le vol. C'est-à-dire que si on n'a pas la chance d'être tout de suite dans la bonne direction, si on n'a pas la bonne direction, parfois, il suffit de changer un plan, de changer de plan, pour trouver des conditions plus propices à atteindre de notre objectif. Et ça veut aussi dire, parce qu'un aéronaute ne sait pas au moment où il décolle sur quel terrain il va atterrir, du moins pas avec certitude, ça veut dire qu'il faut aussi parfois avoir l'humilité d'adapter ses objectifs à l'environnement du moment, aux conditions du moment, aux circonstances du moment. Alors vous aurez bien compris que, avec ce que je vous ai présenté au tout début du projet, c'est que le but, justement, et tout son intérêt technique réside dans le fait de s'éloigner de cet état de ballon libre et de fournir à la propulsion un maximum d'énergie pour le déplacement du ballon. Alors effectivement, on a des... Pour le déplacement du ballon, j'en étais où moi? Il va falloir que je la coupe ici. Mais bon, de toute façon, vous avez compris que c'était pas évident parce que par exemple sur les 1000 watts reçus par chaque mètre carré de panneaux solaires sur l'enveloppe, c'est-à-dire déjà seulement la partie couverte, donc bien la trouver, sur les 1000 watts, seulement 60, 100, 200 watts dans les meilleurs cas seront envoyés, seront récupérés en électricité. Et ensuite, derrière, on en perd dans la régulation, parce qu'on a plusieurs panneaux solaires, du fait de la courbure, du fait du maillage. Et comme partout, on en perd dans l'acheminement et dans la transmission de l'énergie jusqu'à l'hélice. Mais ça implique une certaine quantité de travail, de recherche et d'innovation, autant dans la technologie des cellules
que dans leur intégration sur le ballon, sur le placement, sur l'ensemble des systèmes de régulation et aussi principalement sur la gestion des effets thermiques. Parce que une cellule solaire, ça chauffe et ça fait chauffer le gaz porteur, et ça, quand c'est pas bien maîtrisé, ça peut arriver jusqu'à être un peu problématique. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que la liberté qu'on prend par rapport au simple fait de choisir son altitude, on la prend de toute façon également d'une manière qui est obligée de tenir compte des conditions d'environnement, des conditions d'ensoleillement. On prend cette liberté, on prend cette énergie de ce que Dame Nature nous donne via le soleil, selon la couverture nuageuse, selon la hauteur du soleil, selon beaucoup de choses. Et ça conduit à un certain compromis adapté à l'objectif qu'on se donne au moment, à la mission ou à la trajectoire qu'on cherche à atteindre, à remplir ou à parcourir. Ça conduit à trouver le meilleur compromis entre le vent du moment, de l'endroit, l'énergie accumulée par les panneaux solaires, via les panneaux solaires, et les conditions d'ensoleillement passées, présentes et futures au cours du vol. Donc toute une problématique de gestion du vol qui nous montre qu'en s'intégrant, qu'en ayant l'humilité de s'intégrer à l'environnement plutôt que de chercher à le traverser ou à ne faire qu'y passer, en s'y intégrant, le but est de montrer qu'on arrive quand même à faire de belles choses et on peut déjà aller très loin. Beaucoup de choses sont possibles.